Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Comment parler. Aujourd'hui, comment parler et agir pour le climat. Et je suis très heureux d'avoir avec moi Mélusine Bounfaler, chercheuse au CRIS de Sciences Po, qui va nous éclairer sur cette thématique et notamment la spécificité qui est ce problème qu'on a entre les gens qui croient au changement climatique, qui sont la majorité d'entre nous, et puis peut-être le manque d'action qu'on peut porter sur cette thématique. Je m'appelle Peter Barrett, peut-être que vous me connaissez déjà, c'est pour ça que vous rejoignez ce stream, peut-être que c'est nouveau pour vous, et bien bienvenue, bienvenue à vous. Il est midi, on a une petite heure ensemble, vous pouvez prendre à manger avec vous, nous regarder, parler, discuter avec nous, nous poser des questions. C'est le plaisir de ce format, comment parler, découvrir des experts de certaines thématiques, et d'imaginer comment est-ce qu'on peut rétablir du dialogue, recréer du lien sur des sujets parfois controversés, parfois polarisants. On a parlé de religion par le passé, on a parlé de complotisme par le passé, on a parlé de politique par le passé, et là, on parle climat avec Mélusine. Salut Mélusine. Bonjour Peter. Et Mélusine, c'est pas n'importe qui. Pour nous parler climat, là, j'ai voulu chercher du lourd, quelqu'un vraiment d'hyper experte du sujet. Mélusine Bounfaler est donc chercheuse, professeure à Sciences Po aussi, et elle a notamment étudié, en tout cas moi c'est par ce biais-là que je l'ai connue, c'est par un papier de recherche qu'elle a publié, elle a notamment étudié la question du trou belief action, ce qu'on appelle donc le trou croyance action en psychologie, c'est-à-dire que on voit que parfois on croit en des choses, on y croit même très fortement, et pourtant on n'agit pas en fonction de cette croyance. Ça nous arrive à tous dans notre quotidien, hein, sur plein de thématiques, et notamment sur la question du climat. C'est assez frappant. J'avais publié en amont de cet entretien que 96% des Français, alors je ne sais pas Mélusine si tu as les mêmes chiffres que moi, mais 96% des Français croient dans le changement climatique. Et pourtant, on voit bien qu'on est frustré par l'action, l'inaction sur ces thématiques-là. Et donc tu as étudié cette question, tu as essayé de nous réconcilier aussi avec cette question-là, et tu nous proposes des solutions. Et ça j'aime bien. Moi, quand les scientifiques proposent des solutions, je suis toujours bien plus ouvert, j'avoue, à ces idées-là. Alors, Mélisine, tu utilises ces questions, mais tu n'étudies pas que ça. De manière générale, tu étudies de la psychologie sociale et comment est-ce qu'elle nous informe sur nos comportements, sur plein de thématiques. Je crois que tu parles aussi d'éducation dans tes recherches. Mélodie, est-ce que je me suis planté? Moi, j'aime bien qu'on me corrige. J'adore être corrigé. Donc, est-ce que je me suis planté dans ma façon de te présenter? Est-ce que tu as des choses que tu voudrais ajouter? Merci beaucoup pour cette présentation déjà fort complète. J'ajouterais simplement que donc une partie de mon travail s'intéresse à la transition écologique, quels sont les freins à la transition et quels sont les leviers qu'on peut mettre en place, donc ces fameuses solutions qu'on essaie de trouver. Il n'y a pas de solution magique, mais on peut trouver des voies d'action. Et l'autre partie de mon travail porte sur les inégalités sociales. Je m'intéresse énormément à l'effet de la pauvreté et de la richesse sur la prise de décision, en partant du principe qu'en fonction de notre environnement, si on est dans un environnement très instable, très précaire, ou si on est dans un environnement au contraire très favorable, avec beaucoup de ressources, beaucoup de stabilité, eh bien on ne va pas du tout avoir les mêmes croyances, les mêmes besoins, les mêmes comportements, avec tout un tas de conséquences sur la santé, sur les choix politiques, et notamment aussi sur l'écologie, sur les comportements écologiques. Et donc ces deux volets, d'une part transition écologique et d'autre part inégalité, voilà, constituent ma recherche. Et avec évidemment parfois ces deux sujets qui se rejoignent, comme on le sait bien. Ouais, on peut bien imaginer comment ces deux thématiques se rejoignent. Et quelque part, dans le fond de ton discours, j'entends aussi une forme de déterminisme là que tu nous exposes déjà, ce côté, ce conditionnement par nos intérêts, par l'environnement qui nous entoure, mais aussi par nos prédispositions psychologiques, j'imagine, qui font qu'on va peut-être avoir certains comportements ou ne pas avoir d'autres comportements. Et du coup, ça m'intéresse sur cette question justement du belief action gap, du trou entre la croyance dans quelque chose et l'action vers quelque chose. Quand il s'agit du climat, en tout cas, ce dont on parle aujourd'hui, euh, à quel point est-ce qu'il est gros ce trou? Comment est-ce qu'on le documente? Et puis, est-ce qu'il est vraiment si gros que ça? À quel point il est gros?
Ouais, donc pour reprendre ce fossé entre nos intentions et nos actions, donc pour illustrer le concept, il faut penser à, ça va nous arriver dans quelques mois, ce sera le nouvel an, souvent le moment où tout le monde prend des bonnes résolutions. Et donc ça, c'est nos intentions. Donc on va prendre la résolution de faire plus de sport, appeler plus souvent ses grands-parents, etc. Et donc ça, c'est vraiment la croyance qu'on a et aussi les intentions d'agir qu'on a. Et puis, dans les mois qui vont suivre, il y aura les actions, les comportements. Et est-ce que ces intentions se sont réellement traduites en changement? Et comme on le sait, ben, les résolutions de nouvelle année ne sont pas toujours tenues. Et donc, il peut y avoir ce fossé qui se creuse entre nos intentions d'une part et nos actions de l'autre. Et donc, c'est ce qu'on observe d'une certaine manière pour l'écologie, c'est que d'une part, quand on pose la question dans des grandes enquêtes à la population, que ce soit est-ce qu'il y a un changement climatique, eh bien, la vaste majorité des Français disent que oui, il y a un changement climatique. Alors, les chiffres varient beaucoup d'une enquête à l'autre. Tu mentionnais le chiffre de plus de 90%. Ça change en fonction de la manière dont la question est formulée. Si on demande s'il y a un changement climatique d'origine entièrement humaine, ce qui est le cas scientifiquement, on sait que le changement climatique qu'on vit aujourd'hui est à 100% causé par les humains, eh bien là, il y a beaucoup plus de doutes. Il y a des gens qui disent ah, c'est peut-être pas que les humains, etc. Donc peut-être qu'on se retrouve plutôt autour de 70% de la population des Français qui pensent qu'il y a un changement climatique d'origine uniquement humaine. Mais mais voilà, disons que quand même, on parle des personnes qui ont une vaste majorité qui pensent qu'il y a un changement climatique, ça c'est pas. La vaste majorité des Français qui pensent que c'est un problème, que ça fait partie d'une urgence, qu'ils vont être affectés ou que leurs proches vont être affectés par ce changement climatique. Donc, c'est pas juste, ah, il y a un changement, c'est oui, il y a un changement et il est dangereux. Et lorsqu'on pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on en fait assez pour répondre à cette crise? Eh bien, à nouveau, la majorité des personnes pensent que non, on n'en fait pas assez. Euh, et donc, on a vraiment cette intention de, oui, enfin, il y a un problème, il est grave, on n'en fait pas assez. Et même si on va un peu plus loin et qu'on demande aux gens, est-ce que vous êtes en faveur des énergies renouvelables, d'une taxe carbone, etc., eh bien, à nouveau, la majorité, sur les énergies renouvelables, c'est vraiment très frappant, plus de 80% des Français soutiennent le développement des énergies renouvelables. Hmm. Donc, il y a une vraie volonté de changement. Et d'autre part, lorsqu'on mesure les comportements, que ce soit des comportements de consommation individuelle, auxquels les enquêtes s'intéressent beaucoup, donc on parle souvent de manger végétarien, de réduire ses voyages en avion, de réduire sa consommation d'énergie de manière générale, etc. Ou alors des comportements plus collectifs, ça peut être ses intentions de vote, le soutien qu'on a à différentes initiatives politiques, ou ses comportements en entreprise, dans des groupes sociaux. Et bien là, on voit qu'on ne met pas forcément tout en œuvre, tout ce qui est à notre portée, pour accélérer cette transition écologique. Et donc, ce qui donne lieu au constat que font certains chercheurs, qu'il y a bien un écart entre notre volonté de changement, d'une part, et puis nos actions, d'autre part. Hmm. Après, évidemment, il peut y avoir tout un tas de facteurs qui expliquent ce fossé. Sans parler forcément de psychologie. On peut se dire que certaines personnes n'ont tout simplement pas les moyens d'agir. Ils ont envie, mais si on parle d'un exemple qui a été beaucoup discuté dans les médias, c'est l'accès à des transports alternatifs que la voiture. Hmm. Beaucoup de gens aimeraient peut-être arrêter la voiture, savent que ça pollue, mais n'ont pas le choix pour se rendre à leur travail. Et quand le choix, c'est d'arrêter de travailler ou de prendre la voiture, c'est pas vraiment un choix. On est tous contraints de continuer. Donc, il y a des facteurs plutôt structurels qui empêchent le changement de comportement et qui sont importants et qu'il faut traiter. Et puis, il y a des facteurs plus comportementaux. Et ça, c'est ceux-là qui m'intéressent, de comprendre pourquoi est-ce que, alors qu'on a les moyens matériels de changer, est-ce qu'on ne change pas forcément? Et c'est Hmm. notamment intéressant pour tous les comportements qui n'ont pas un coût évident direct, comme, comme le vote, comme même les relations sociales, comme tout un tas de choses. Il y a un tas de comportements polluants qui sont plus chers que l'alternative. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas ça? Pourquoi est-ce qu'on ne remplace pas ça par un comportement vertueux? Hyper intéressant. Est-ce que tu as ça m'intéresse beaucoup là ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as un exemple de comportement polluant qui est plus coûteux que l'inverse? Ouais. Partir à l'autre bout du monde en avion, Oui. ça coûte cher. Voilà, tout Oui, simplement, oui. construire une grande maison avec une piscine, ça coûte cher. On pourrait vivre dans une plus petite Hmm. maison. Remplacer sa garde-robe très régulièrement, ça coûte cher. Manger du bœuf, ça coûte cher.
Il y a tout un cas. Il y a eu certaines études assez intéressantes qui montrent que, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, manger bio peut réduire le coût de son panier moyen de l'alimentation. Parce Mm. que souvent, quand on mange bio, on commence à changer pas mal de choses dans son alimentation. Et donc, on mange moins, mais mieux. On mange moins de viande, ou peut-être moins régulièrement. On mange moins de produits transformés, on mange moins de boissons sucrées, etc. Ce Ouais, qui, au final, peut se traduire par une réduction du coût de l'alimentation. Et ouais. donc, il y a tout un tas de choses qui sont très polluantes et qui coûtent très cher. Ouais, en t'écoutant parler, j'ai pensé tout de suite à une catégorie de population dont on entend parfois parler. Alors, en France, un petit peu moins que dans le monde anglo-saxon, c'est les NIMBY, les Not in my backyard, ceux qui, sur le principe, vont dire oui, bien sûr, les énergies renouvelables, mais pas d'éoliennes à côté de chez moi. C'est moche, quand même. Et puis, ça tue des oiseaux, alors que c'est pas vraiment proportionnellement très, très vrai. Et c'est assez intéressant, moi c'est un sujet que je traite beaucoup au quotidien. Il y a peut-être des personnes qui vont regarder cette vidéo qui sont mes clients sur les thématiques d'énergie renouvelable, donc qui connaissent très bien le sujet et qui je parle souvent de ce sujet-là. C'est comment on va faire pour que des personnes qui sont dans un espace donné, dans une communauté donnée, vastement majoritaire en faveur des énergies renouvelables, mais individuellement pris, pour plein de raisons, et certainement certaines que tu vas nous évoquer, vont être amenés à être contre une installation dans un environnement proche de chez eux notamment, et comment on les amène du coup à agir en faveur de la transformation énergétique dans ce cas-là, malgré cette conviction très forte qui peut parfois aller vraiment loin dans l'action inverse, hein, dans l'action d'empêcher l'installation d'une éolienne ou une installation de photovoltaïque. Et comment au niveau psychologique, comment tu expliques ça que, imaginons une personne qui va te répondre dans un survey, elle va te dire oui, je suis en faveur des énergies renouvelables, mais quand il y a un projet d'installation qui va venir proche de sa maison, là, elle va limite, elle va militer contre. Limite, elle va être même capable de manifester contre. Comment on explique ça, cette dissociation-là? Euh, c'est un phénomène effectivement très intéressant et je pense qu'il y a probablement un certain nombre de facteurs qui peuvent l'expliquer. Mais celui dont j'aurais envie de parler, c'est en fait, l'asymétrie entre les bénéfices et les coûts. Euh, les bénéfices étant partagés par tout le monde et les coûts étant individuels pour les énergies renouvelables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase un peu compliquée? Ça veut dire que de manière générale, si on pense aux énergies renouvelables et en installer plus, on se dit génial, parce que s'il y a plus d'éoliennes en France, ou plus de panneaux photovoltaïques, eh bien, on va tous bénéficier du fait que c'est souvent une source d'énergie déjà peu chère. Le coût marginal d'un watt, enfin d'un kilowattheure produit avec l'énergie renouvelable, il est très faible. Donc, c'est de l'énergie pas chère et en plus, c'est de l'énergie propre. Donc, on va collectivement bénéficier des émissions de gaz à effet de serre qui vont être évitées, qui vont être réduites. Mais par contre, si cette éolienne est installée à côté de chez moi, je vais en subir les coûts de manière personnelle, alors que ces bénéfices seront toujours partagés par toute la France. Ou même, on pourrait même aller jusqu'à tout le monde entier, parce que c'est l'ensemble de la planète qui bénéficie des tonnes de carbone évitées. Euh, et donc, finalement, on veut bien soutenir des projets tant que les coûts personnels ne sont pas, enfin, tant que les coûts ne sont pas personnels. Et donc, évidemment, les coûts personnels d'une éolienne, ça peut être le bruit, ça peut être les potentiels impacts écologiques locaux. Tu as mentionné l'impact sur les oiseaux, etc. Euh, et donc, quelque part, ce n'est pas surprenant qu'on voit Mhm. ce phénomène. Parce qu'en fait, on ne compare pas tout à fait la même chose quand on pose la question, est-ce que vous êtes pour les énergies renouvelables et est-ce que vous êtes pour les énergies renouvelables chez vous? Dans un cas, il n'y a pas le coût et dans l'autre cas, il y a le coût. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas? Il y a certains exemples qui montrent que si l'on donne des bénéfices, si ces coûts personnels sont compensés par des bénéfices personnels, eh bien, ça peut donner plus d'adhésion à ces projets. Donc, à quoi est-ce que ça peut ressembler? Eh bien, ça peut par exemple prendre la forme d'une coopérative énergétique
où les gains financiers de l'énergie produite sont redistribués dans la commune, dans les habitants qui vont être affectés par ce projet. Et donc ça, évidemment, tout le monde en soutient le coup, mais on reçoit aussi des bénéfices individuels directs, au-delà des tonnes de carbone évitées, etc., sous forme d'énergie moins chère, sous forme de dividendes, etc. Donc ça, c'est une manière d'essayer de compenser pour cet effet. Ouais, c'est hyper intéressant et ça fait écho à des exemples que j'ai pu voir sur le terrain, ce que tu décris là. On m'a raconté des situations vraiment décrites comme telles, hein, impossible de convertir cette personne, elle ne vendra jamais son terrain ou son bout de parcelle pour construire cette éolienne supplémentaire. Le projet n'est pas viable, c'est mort. Et puis finalement, à force de discussion, on se rend compte que si on l'intéresse au projet, on l'investit pas seulement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le cas de l'installation PV et éolien, souvent il y a une compensation financière. On achète du terrain, on exploite du terrain. Mais cette compensation financière, les demandes peuvent être astronomiques face à des personnes, enfin pour des personnes qui ne veulent pas de ça à côté de chez eux. Et souvent le réflexe d'un chef de projet dans ces situations, c'est de dire bon, faut donner plus. J'ai pas le choix, il faut que je donne plus d'argent. On me demande plus, il faut que je donne plus. Alors qu'en fait, tu donnerais différemment. C'est-à-dire, tu viens pas en faisant une proposition financière extrêmement agressive, mais tu dis, et si on s'impliquait ensemble dans le projet, quel genre d'énergie on pourrait générer, quel est le gain pour la commune, et du coup, quel est le gain redistribué, voir, et là, j'aimerais bien ton avis là-dessus, voir d'un point de vue identitaire, qu'est-ce que ça veut dire que d'être fier en tant que commune, d'être les premiers dans la région à avoir fait ça, d'aller dans les autres communes du coin pour aller faire la promotion du fait que c'est un engagement local avec des acteurs locaux. Qu'est-ce que tu penses aussi de ce type d'action-là? Donc il y a l'investissement, la partie intérêt financier, quoi, direct, mais aussi la partie identitaire presque. Qu'est-ce qui va faire que ça fait partie de nous et qu'on peut être fier de ce projet-là? Oui, alors pour prendre la première partie du problème sur cet aspect financier, en fait, c'est un problème qui se retrouve à toutes les échelles dans les crises écologiques parce qu'elles ont ce site particulier que donc les bénéfices sont partagés. Si on préserve la biodiversité, si on préserve le climat, etc., chaque humain sur Terre en bénéficiera, alors que les coûts de l'effort sont privés. Et donc, ce qui donne toujours lieu à cette dynamique de on veut bien faire un effort, mais que si tout le monde le fait. Ou, comment dire, on ne veut pas avoir un coût personnel alors que tout le monde en profite, parce qu'on trouve que cette situation est injuste. Et de nouveau, c'est assez normal. Enfin, on a tous ces intuitions d'équité ou de moralité, que ce serait injuste d'imposer des coûts à un sous-groupe alors que tout le monde a des bénéfices. Et donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, compenser ces coûts, ou en tout cas montrer aux personnes en quoi est-ce qu'elles peuvent en tirer un bénéfice personnel, comment rétablir une forme d'équité dans cette situation. Et effectivement, l'équité, elle n'est pas forcément uniquement financière ou uniquement une compensation à un moment T. Pour avoir le sentiment que ce qu'on fait, c'est pas injuste, ou qu'on est dans un effort plus grand et que d'autres personnes coopèrent, on peut le faire de différentes manières. Donc, intéresser les personnes à un projet et leur donner une raison un peu plus valable, leur montrer d'autres bénéfices qu'ils peuvent en tirer sur ce projet. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve à plein d'échelles différentes dans l'action écologique. C'est ce qu'on voit même à l'échelle nationale, que certains pays disent pourquoi est-ce que je réduirais mes émissions de gaz à effet de serre quand Ouais. ce sont les pays occidentaux qui ont pollué pendant des siècles, alors que nous venons de nous développer, alors que les États-Unis reviennent en arrière sur leurs engagements de réduction, etc. etc. Donc, personne n'a envie d'être le seul. Et donc, quelles sont d'autres formes de, de leviers qui peuvent engager? Donc, il peut y avoir ce sentiment de réciprocité où on n'est pas le seul à agir, on s'inscrit dans une communauté, on fait partie d'un tout. Où, voilà, on croit qu'on n'est pas tout seul à faire un effort. Ça n'a pas forcément besoin on ait l'impression que chaque humain sur la planète fasse un effort, mais en tout cas qu'on est dans une communauté qui fasse un effort, ou qu'on en tire un autre bénéfice. Et donc là, c'est ce que tu parlais avec ces questions plus de valeur ou même identitaire.
de se dire, voilà, le bénéfice que je tire de cet effort, c'est d'être un exemple pour ma communauté, c'est de contribuer au rayonnement de ma commune, au rayonnement de ma culture, au rayonnement d'autres choses, et qui peut être en quelque sorte de forme de compensation ou de bénéfice pour les personnes. Ouais, tout à fait. Donc, c'est ça que je trouve très intéressant moi, dans ce mécanisme, c'est que on voit que les bénéfices peuvent prendre plein de formes différentes et que quand ces bénéfices, plus ils sont proches de nous, plus ils sont accessibles, plus ils nous poussent à l'action, quelque part. Oui, alors ça, c'est un trait psychologique assez universel. C'est notre tendance à préférer les bénéfices sûrs et immédiats aux bénéfices de long terme, qui sont souvent plus incertains. Et surtout, enfin, d'une part, parce qu'on ne sait pas de quoi le futur sera fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et d'autre part, ces bénéfices de long terme, eh bien, ils sont inutiles pour remplir nos besoins présents. Si j'ai faim aujourd'hui, recevoir 100 euros dans un an, ça ne me sert pas à grand-chose. J'ai besoin d'argent aujourd'hui. Et donc, on a tendance à préférer les bénéfices de court terme, ce qui fait que énormément d'actions de limitation des effets délétères du climat, ils ont la structure exactement inverse. C'est un coût aujourd'hui pour des bénéfices sur le long terme. Et donc, c'est vraiment un peu l'opposé de ce qu'on aime, parce qu'on voit le coût qui est très visible, qui est très tangible aujourd'hui, alors que les bénéfices, ils sont intangibles, ils sont partagés par tous, ils sont plus incertains, ils sont sur le long terme. Et donc, pour essayer de quand même motiver, il faut essayer de... Il y a deux choses que l'on peut faire. Soit essayer de rendre les bénéfices de court terme plus visibles, et souvent, il y en a. On parle aussi beaucoup, on parle de plus en plus dans la littérature des co-bénéfices de l'action écologique. Donc, de dire ce qu'on fait, ça servira pour la préservation de la biodiversité ou pour le climat, mais ça a des effets directs aujourd'hui sur la santé, sur l'économie, sur tout un tas de choses. Mm. Et donc ça, c'est bénéfices plus tangibles, plus directs, et peut-être aussi plus individuels. Si je suis moi en meilleure santé, c'est plus tangible que si les émissions de la France sont réduites. Ça, c'est un peu plus abstrait, comme un peu moins tangible. Donc voilà, on peut ramener les bénéfices au présent, essayer de les rendre plus visibles, ou on peut aider les personnes à se projeter dans le futur. Mm. Et donc ça, il y a un certain nombre d'études. Alors, est-ce qu'elles ont des effets très forts sur le long terme? On ne sait pas, mais qui montrent que si on place des individus dans une réflexion sur le long terme, on les invite à imaginer quelle sera votre vie dans 30 ans, à quoi cela peut ressembler, et vraiment concrètement imaginer, Mm. fermer les yeux pendant 10 minutes et imaginer votre vie dans 30 ans, euh, et à quoi elle pourrait ressembler si vous avez mis tout ça en place, eh bien, ça permet de rendre ce futur peut-être un peu abstrait, plus concret. Et c'est le motif, entre autres, l'action écologique. Ah, j'adore cette technique que tu viens de d'énoncer parce que c'est un peu une technique de négociation aussi parfois. Quand tu es dans une situation où le choix à court terme semble très attrayant, notamment ce qu'on va appeler nous les solutions de rechange, c'est-à-dire la personne va être très tentée de prendre la porte parce que tu as des gains court terme qui se cachent derrière, plutôt que de continuer à négocier ou à discuter. Et c'est dans ces moments-là où tu dis, ok, imaginons, tu prends cette porte, tu vas dans ce sens, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mm. Ou à l'inverse, on peut lui dire, imaginons que tout s'est magnifiquement bien passé entre nous et que on est 3 ans plus tard, et tout est parfait, tout est magnifique. Qu'est-ce qui se sera passé pour en arriver là? Mm. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Et avoir comme ça, on peut formuler les étapes, les moyens, les ressources, etc. Et on voit que en effet, tu augmentes l'acceptabilité de l'accord de façon assez significative, tout simplement parce que tu es en train de faire un exercice cognitif que tu fais pas naturellement lorsqu'on te pose la question sur des gains futurs hypothétiques. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Ouais, exactement. Et c'est des techniques qui ont aussi été utilisées, par exemple, pour aider les fumeurs à arrêter de fumer, et donc de se projeter dans le futur, d'imaginer leur santé, dans un cas, s'ils ont continué de fumer, dans l'autre cas, de comparer, etc. Donc, c'est des techniques Ouais. alors bon, vont pas tout résoudre, hein. Il suffirait pas que tous les humains passent 10 minutes à imaginer le futur pour qu'on ait résolu la crise ou les crises écologiques, mais c'est un des outils qui peut être utile.
En vrai, c'est assez stylé. En plus, je trouve que c'est un exercice presque poétique aussi. Enfin, il y a quelque chose de beau, d'esthétique dans ce genre d'exercice qui fait que ça peut être. Moi, je l'imagine très bien comme un travail d'artiste, presque, de faire ce travail d'imaginaire, etc. Et souvent, on parle des imaginaires quand on parle de climat. Et je trouve que ça Ouais, rend tangible cette question-là un peu. ouais, et ça, c'est un point qui est important. On me sollicite. Enfin, c'est une question qui revient souvent dans des échanges que j'ai autour de la question du climat, qui est est-ce qu'il faut peur ou donner, est-ce qu'il faut faire peur ou donner espoir? Et quel est le Mm. rôle des imaginaires, les nouveaux récits, etc. C'est vraiment des expressions qu'on entend régulièrement dans les communautés engagées pour la transition. Et, euh, et je dirais deux choses. D'abord, sur la question de ces imaginaires, de ces nouveaux récits. Euh, oui, ils sont utiles, mais il faut qu'ils soient reliés à l'individu. Enfin, que ce soit vraiment une personne qui se projette de manière assez concrète. Parce que si c'est un récit qui est peut-être très large, très englobant, mais qui, en fait, ne montre pas les étapes qu'il fallait, Ouais. enfin, qu'il faut avoir accompli pour y arriver, ou c'est un récit, peut-être un méta-récit qui est trop déconnecté, en fait, il n'aura pas forcément d'impact sur la personne parce que ça va être trop, ça va rester intangible. Euh, Ouais. et ce qu'on sait, c'est qu'un des ingrédients pour le passage à l'action, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'auto-efficacité ou le sentiment d'agentivité. Donc, c'est ce sentiment que j'ai le pouvoir d'affecter, enfin, de contrôler mes actions et d'affecter mon environnement, mon futur, etc. Et si un problème est vu comme trop abstrait ou que les solutions sont vues comme trop déconnectées, trop abstraites, qu'on a la sensation de ne pas avoir le pouvoir d'agir, qu'on ne sait pas par où commencer, eh Mm. bien, même l'imaginaire le plus poétique, le plus merveilleux n'aura pas forcément d'impact concret. Euh, Ouais. et donc, il faut vraiment aider entre guillemets, à fractionner, à donner des étapes concrètes Mm. à quoi peut ressembler ce futur. Donc ça, c'est une première chose. Et puis sur la question plus générale de est-ce qu'il faut faire peur ou donner espoir, euh, la réponse est souvent en fait les deux. Et pourquoi? Alors tout d'abord, il faut faire peur, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais il faut concerner, il faut montrer en quoi est-ce que c'est un sujet important et important de nouveau à une échelle personnelle. Il faut qu'une personne, pour qu'une personne se sente engagée pour le climat, il faut qu'elle puisse se dire que ceci va avoir des conséquences directes sur son quotidien, sur sa vie, sur des choses qu'elle trouve importantes. Et donc sortir de souvent ce qu'on voit dans les rapports du climat, qui est des choses parfois à une très grande échelle, c'est Ouais. 1,5 degré ou 2 degrés, c'est à Oui. l'échelle mondiale, c'est des statistiques, des choses qui sont difficiles à se représenter, pour revenir dans des choses beaucoup plus locales, beaucoup plus individuelles, et parler, voilà, en tant que Français, en tant que Parisien, que Breton, que Marseillais, etc., à quoi ça va ressembler ce quotidien, en quoi est-ce que ça va affecter la personne, euh, sur la santé, l'économie, etc., des choses vraiment concrètes. Et voilà, donc ça, c'est une première étape pour engager. Il faut concerner, il faut, entre guillemets, faire peur. Mais si on fait que ça et on s'arrête là, on peut paralyser la personne. C'est un petit peu Mm. comme si on allait chez le médecin et que le médecin disait: ah bah oui, 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 vous êtes très malade et c'est très, très dangereux. Et vraiment, c'est pas drôle. Et puis, il vous renvoyait chez vous. Et c'est tout ce qu'il faisait. Il vous donnait pas de solution. Bon, bah, ce serait extrêmement déprimant, même anxiogène. Et peut-être qu'une réponse adaptée, ce serait simplement d'ignorer ce que nous a dit le médecin. Parce que moi, j'aime bien dire que quand il n'y a pas de solution, c'est pas un problème, c'est une situation. Donc, ça ne sert pas forcément à grand-chose de s'en préoccuper si on peut rien y faire. Mm. Euh, et d'ailleurs, petite parenthèse, en France, on est malheureusement un petit peu les champions de ça, où, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il me semble que c'est de 20 à 30% de la population qui pense que c'est déjà trop tard Ouais. pour résoudre la crise climatique. Évidemment, si on pense que c'est déjà trop tard, ben, c'est pas très motivant comme pensée, Ouais. c'est même quelque part, ça ne sert à rien de dépenser de notre énergie, nos ressources pour résoudre un problème qui n'est pas soluble. Donc il faut concerner, mais il faut aussi donner les moyens d'agir. Et donc donner les moyens d'agir de façon à nouveau concrète, tangible, individuelle. Il faut que chaque Mm. personne sache, OK, à mon échelle, comment est-ce que je peux agir pour affecter cette transition écologique. Et ça ne veut pas Mm. forcément dire, quand je dis à mon échelle, ça ne veut pas forcément dire uniquement en tant que
la consommation personnelle, donc arrêter Oui. la viande, l'avion de la voiture. Ça peut aussi être, en tant qu'individu, vous pouvez vous mobiliser pour voter aux élections pour certains partis. Vous pouvez écrire à vos élus pour demander certaines choses. Vous pouvez soutenir financièrement des associations de plaidoyer. Vous pouvez faire toutes des choses qui vont affecter le système, parce que c'est ça au final l'objectif, hein, c'est qu'il faut changer l'ensemble du système socio-économique pour le rendre plus vertueux, mais donner les moyens aux individus Hmm. d'affecter ce système. Ouais, j'adore à la fin de ta réponse là parce que ça répond très directement à une question qui t'est posée dans le chat tout à l'heure, donc c'est parfait, qui mettait en opposition les enjeux systémiques et les enjeux individuels, ce qui est une opposition assez classique qu'on entend, c'est mais on se concentre sur le recyclage, mais quid des ordres de grandeur en termes d'impact et du coup, quelque part, il faut politiser les individus pour qu'ils agissent sur les enjeux structurels. Et toi, en fait, ce que tu nous dis, si je comprends bien, c'est que agir, c'est aussi, et peut-être même surtout aujourd'hui, agir pour les changements systémiques et donc peut-être se politiser, en tout cas s'investir d'une mission afin d'actionner les leviers qu'on peut actionner les plus efficacement. Si c'est là à travers des donations, bah, tant mieux. Si c'est à travers un travail de plaidoyer qu'on peut faire soi-même parce qu'on a de la visibilité publique, en tant que chercheuse par son travail de recherche, en tant que formateur, moi j'ai la chance d'avoir des petits cerveaux que je peux modeler devant moi. Donc quels sont les exemples que je prends dans mon travail? Bah, je prends des exemples sur le climat, sur le sexisme, sur le racisme. Je me dis, bah, tant qu'à faire à prendre des exemples, je vais illustrer avec des sujets qui sont des sujets d'enjeu pour qu'on puisse en profiter pour influencer les réflexions, l'engagement des personnes en face de nous. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir que voilà, quand on parle d'agir, quand on parle d'action, on ne parle pas que de recycler ces poubelles. Voilà, Non, voilà. et ça, c'est vraiment un point fondamental. Et quelque part, c'est un peu un travers de la psychologie. C'est que comme la psychologie s'intéresse aux individus, eh bien, presque naturellement, c'est un peu comme quand on a un marteau, tout ressemble à un clou, eh bien, on va se dire que le climat, c'est un problème d'individu. Et en fait, c'est pas tout à fait la bonne question qu'il faut se poser, ou en tout cas, la question à laquelle on doit répondre, ce n'est pas comment rendre les individus plus écolos. Pour moi, ça, c'est une mauvaise question Hmm. qui peut faire perdre beaucoup de temps, parce que même si dans un monde où tout le monde serait écolo, euh, si le système ne change pas, eh bien, on ne va pas, ça ne changera rien. Et c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui. La plupart des gens sont convaincus de l'importance du changement climatique, et pourtant, ça ne change rien, parce que si, au final, les biens qui sont produits, l'économie, enfin, toute la structure économique continue à nous pousser vers la pollution, être écolo, ça ne sert pas à grand-chose. Donc la question, ou les questions auxquelles il faut répondre, c'est premièrement, comment rendre le système plus vertueux, plus écologique? Donc, qu'est-ce qu'il va falloir changer dans les mécanismes de notre système? Donc, comment est-ce qu'on rémunère les gens? Comment est-ce qu'on taxe? Comment est-ce qu'on régule? Enfin, tout l'ensemble de règles, d'institutions qui façonnent la société. Comment est-ce qu'on rend ça plus vertueux? Et puis, ça donne lieu à une autre question. Ben, comment est-ce qu'on motive les individus à rendre le système plus vertueux? Et c'est là, pour moi, où les sciences cognitives Hmm. ou la psychologie ont vraiment beaucoup d'apports. Alors, sur la première question aussi, hein, déjà savoir comment est-ce que les gens réagissent, comment créer des bonnes règles du jeu pour Hmm. faire avancer la situation. Et puis, comment convaincre les gens de changer ces règles du jeu, d'accepter ce changement de règles du jeu et même se battre pour changer les règles du jeu. Ouais, c'est très intéressant parce que là, moi, j'aime bien tous ces paradigmes-là, c'est-à-dire on a des sujets systémiques qui mettent en jeu la coopération mondiale. C'est comment on fait pour que 8 milliards d'individus se synchronisent vers l'action. Tu vois, c'est gros challenge, joli challenge. Et on doit revenir à l'essentiel qui est quelle est la motivation des individus? Comment tu fais pour que cette personne-là, qui est au fin fond de la Creuse ou de la province une province chinoise qu'on ne connaît pas, qu'on ne saurait nommer, tu vois, comment est-ce qu'on fait pour que ces personnes-là se synchronisent? Et ce que tu nous dis, si je comprends bien, c'est que si on fait fi de la question psychologique, si on a l'impression que quelque part, non, la psychologie, c'est qu'une question
liées à l'action individuelle, des petites actions individuelles, et donc ce n'est pas un sujet systémique, peut-être qu'on fait fi d'un levier puissant de persuasion et d'action qui nous intéresse quand on veut agir pour le climat. Quoi. Si je comprends bien, c'est ça que tu nous dis, il ne faut pas opposer psychologie et action systémique. Quoi. C'est pas Oui, voilà, moi, un exemple qui est assez connu dans la littérature et que j'aime bien, c'est donc, imaginons, voilà, on est régulateur, on est en politique publique, on fait du plaidoyer, on se dit, voilà, on veut faire avancer les choses pour le climat, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si on ne prend pas en compte la psychologie humaine, on peut complètement se planter et donner lieu à l'effet, parfois même avoir le résultat opposé de ce qu'on pensait. Et donc, ouais. un exemple de ça, c'est un exemple qui a été documenté à l'actuel Vietnam pendant la colonisation française. Et dans la ville de Hanoï, pendant cette colonisation française, dans certains quartiers, il y avait un problème d'infestation de rats qui se baladent partout, avec évidemment toutes les conséquences sanitaires que ça peut avoir. Et donc l'administration française de l'époque s'est dit, eh bien, système tout simple, on va mettre en place des primes pour des queues de rats qu'on nous rapporte pour essayer que la population tue le plus de rats possible. On va faire ça. Et sauf que, évidemment, ils n'avaient pas anticipé les réponses des habitants à ce problème, qui se sont dit, bah, très bien, on va être payé pour des queues de rats, on va commencer à faire des élevages de rats que l'on va tuer et leur couper la queue, ou même pas tuer les rats et juste leur couper la queue, donc il y a plein de rats qui se baladent sans queue, pour gagner de l'argent. Et c'est donc ce qui s'est passé. Et donc l'administration française a arrêté le programme pour financer, offrir une prime à tous ceux qui venaient avec des queues de rats coupées. Ce qui a fait qu'au final, et donc tous ces gens avaient des sortes d'élevage de rats qui n'avaient plus de valeur, qu'ils ont ensuite relâchés dans la nature. Et donc au final, la situation était bien pire que la situation de départ. Et donc si on ne prend pas en compte les réactions du comportement, si on ne prend pas en compte comment est-ce qu'on réagit, on peut se retrouver complètement bloqué. Un autre exemple qui est peut-être un peu plus proche du climat, c'est celui, bon, c'est un exemple qui est un petit peu éculé, on en a beaucoup parlé, mais c'est celui de la crise des Gilets jaunes, qui a montré qu'une politique qui, d'un point de vue strictement de comptabilité carbone, aurait eu beaucoup d'impact. Hein. Si on fait augmenter la taxe sur le carburant, et bien presque mécaniquement, on réduit les émissions de gaz à effet de serre, ou en tout cas on dégage un bénéfice qui peut être utilisé pour investir dans les énergies renouvelables. Euh, et donc, d'un point de vue strictement voilà, mécanistique et ingénieur, on peut se dire que c'est parfait. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que ce n'est pas, ça a donné lieu à une opposition très forte dans la population. Alors, il y a eu tout un tas de concours de circonstances. Peut-être on pourra pointer à une seule raison qui a donné lieu à cette opposition, mais néanmoins, une raison invoquée, c'était l'inéquité perçue de cette mesure où les personnes qui étaient en priorité ciblée par ces mesures, les personnes qui utilisent leur voiture au quotidien et pour qui la différence de prix allait être énorme, ont ressenti qu'on leur imposait un coût sur une population déjà peut-être précarisée, pour un bénéfice de nouveau qui allait être partagé par tout le monde, alors que certaines personnes pouvaient continuer des pratiques très polluantes en toute impunité, avec par exemple cet exemple du kérosène, donc l'essence des avions, qui n'est toujours pas taxée. Ouais. J'aime bien, tu touches plein de sujets, je trouve, hyper forts. On a d'un côté la question des incitations et la perversité de leurs résultats. Parfois, tu vas inciter, tu te dis, ouais, c'est bien, moins de rats. Heureusement, Anne Hidalgo n'a pas pensé à ça. On aurait plus de rats à Paris encore aujourd'hui. Mais voilà, c'est évidemment, on peut tout de suite imaginer les conséquences négatives parce qu'on optimise pour l'indicateur de performance qu'on nous donne, quoi. On va optimiser vers ça en mauvais acteur rationnel que nous sommes. Et puis, à côté de ça, on a ce que tu nous décris avec le sens que c'est pas juste, quoi, l'injustice. Et Mhm. du coup, le revers de la médaille qui est, bah, du coup, je refuse, voire même, je vais commencer à avoir des postures anticlimatiques, voire même, et tu me dis si je me trompe, mais ça peut instruire ma façon ma croyance sur le climat, si je ne vois que des éléments négatifs à l'idée de croire dans le changement climatique. C'est si finalement une croyance dans le changement climatique, ça veut dire que je dois en payer
moi-même toutes les conséquences, peut-être que ça motive un peu aussi une non-croyance dans le changement climatique anthropique, ce dont tu parlais tout à l'heure, en faisant la distinction créée par l'homme versus pas créée par l'homme. Est-ce que ce serait vrai de dire ça? Est-ce que c'est un peu abusif de dire ça, que quelque part les incitations peuvent pousser à la croyance? Parce que là, on regarde que dans un sens, la croyance qui pousse à l'action, mais est-ce qu'on pourrait imaginer l'inverse? Euh, alors oui, c'est parfois ce qu'on appelle la pensée motivée, de se dire, bon, ben, si le climat, si croire au changement climatique, ça veut dire que je dois changer mon comportement, ben, je préfère ne pas y croire, comme ça je m'évite ce coup. Et donc ça, c'est la pensée motivée, mais qui peut exister dans tout un tas d'autres domaines que le climat. Où d'autres personnes parfois parlent de ce phénomène en parlant de dissonance cognitive et de besoin de réduire cette dissonance cognitive, ou si d'une part, ben, je vois qu'il y a un problème climatique, mais je pollue au quotidien ou je contribue à ce problème, je vais avoir un sentiment de dissonance cognitive, ou me dire ben, ces deux croyances ou ces deux phénomènes sont en opposition et peuvent créer de l'inconfort, et donc je vais abandonner l'un des deux, donc soit je vais agir vertueusement, ou je vais arrêter de croire au problème climatique. Et donc ça, c'est un phénomène qui est étudié. Après, c'est assez dur de savoir Hmm. dans quel sens est-ce que ça se passe. Enfin, de manière générale, étudier les croyances des gens, c'est toujours compliqué. Déjà, est-ce que quand on leur pose une question, ils ont accès à leurs véritables croyances, ou est-ce qu'ils manipulent un petit peu leurs réponses? Enfin, il y a tout un tas de problèmes là-dessus. Mais il y a néanmoins des manières d'y arriver. Et par exemple, ce qu'on voit, c'est que dans la couche de la population en France qui est climato-sceptique, donc qui ne croit pas aux origines humaines du changement climatique, hein, ils peuvent quand même croire qu'il y a un changement, mais pas forcément d'origine humaine, eh bien, ce qui rassemble beaucoup ces personnes, ce n'est pas forcément l'âge, le lieu d'habitation, etc. Il y a, il y a un petit gradient, il y a un peu plus de personnes âgées, euh, il y a un peu plus de personnes à droite de l'échiquier politique, etc. Mais ce qui rassemble vraiment ces personnes, c'est de dire je n'aime pas les écolos. Et Hmm. les écolos sont culpabilisants, les écolos sont condescendants, etc. Ce qui, alors, ne nous donne pas enfin, ne confirme pas la cause de tout ça, mais en tout cas montre que il y a en tout cas un sentiment de frustration partagée de la culpabilisation d'un certain discours écologique qui parfois va critiquer des modes de vie sans pour autant offrir des alternatives accessibles aux individus. Et que ça, ce sentiment, ben, il est très désagréable et on le comprend. Je pense que personne n'aime se faire euh, euh, être pris en défaut moral alors qu'il n'a pas Hmm. d'autre option d'agir. Je pense que ouais, là, tu viens de dire un truc ultra important, je pense, hein. Personne n'aime être mis en défaut moral alors qu'il n'a pas la capacité d'agir. Je pense que ça, c'est hyper puissant. Et c'est une idée qui devrait, j'espère, qui pourrait porter pas mal d'actions dans le monde de l'environnementalisme on va dire de la promotion des actions pour le climat. C'est faire culpabiliser, c'est pas forcément le chemin le plus efficace, d'autant plus quand derrière la personne se sent pas en capacité d'agir. Et Oui, ouais, pardon, et ça reflète de nouveau toujours un peu ce cadrage individuel de la ouais, transition, où c'est de nouveau une vision de les individus doivent changer leur comportement pour affecter la transition. Mais il existe d'autres formes de cadrage qui sont peut-être tout aussi importantes, de dire voilà, notre but, c'est pas arrête la voiture, mais c'est engage-toi dans ta collectivité pour aider à promouvoir des alternatives à la voiture. Et en fait, moi, ça, je trouve ça presque plus important. Où je le dis parfois autour de moi, évidemment, comme beaucoup de personnes engagées, c'est un sujet qui revient fréquemment, l'écologie. Et est-ce que tu es végétarienne, est-ce que machin, etc. Et moi, je ouais. dis, bah, si tu veux manger de la viande quelque part, pas je m'en fous, ce serait mieux de ne pas le faire tous les jours au moins. Mais voilà, mais je préfère presque convaincre quelqu'un de voter en faveur de politiques écologiques plutôt que d'arrêter sa consommation, enfin d'arrêter l'avion ou la viande. Si je peux faire les deux, tant mieux. Euh, mais je trouve que cet aspect d'engagement, de nouveau, à une échelle peut-être plus collective, plus Ouais. systémique, est tout aussi importante. Surtout qu'on peut imaginer que l'un cause l'autre quelque part, c'est-à-dire tu votes plus écolo, peut-être tu vas t'engager politiquement dans cette dynamique-là, tu vas être de plus en plus entouré de personnes végétariennes qui connaissent ces alternatives, qui peuvent te nourrir au sens propre comme au sens figuré de ces sujets-là. Et un jour,
presque par évidence, t'arrêtes de manger de la viande en fait. Ça devient quelque chose d'évident. Et c'est ça que moi je trouve fort dans les mécanismes de persuasion, c'est que c'est pas censé être un truc à coup de levier dur, difficile, de je vais te forcer à changer d'avis. La persuasion, c'est un mécanisme interne de je vois mon environnement, j'ai un certain nombre d'informations et ah ben évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Et le truc, c'est que ça, c'est tellement pas intuitif, je trouve, quand on est, même quand on fait du plaidoyer, d'ailleurs, on se dit, faut convaincre, tu vois, je vais crier sur les gens, il faut bien qu'ils se rendent compte, cette bande de débiles. Et quand on a cette velléité-là, on va s'opposer forcément à un mur, face à un mur cognitif, une capacité incroyable à inventer des arguments plus ou moins de mauvaise foi, précisément parce qu'on n'a pas fait le chemin avec eux, leur dire, bah, écoute, tu aimes bien ta côte de bœuf, super. Euh, Moi, si tu viens dîner chez moi, je vais te préparer des trucs différents. Et tu vas goûter, tu vas me dire ce que tu en penses. Et quand tu auras vécu, ressenti avec moi des choses différentes, plutôt que tu m'invites chez toi, tu te sens obligé de te forcer à faire un truc végétarien, mais ça te saoule parce que c'est pas ton style, et ben, tu vois, c'est cette différence d'expérience. Il y en a une qui va t'amener un peu plus à te dire, ah, en fait, VG, c'est pas si mal. Et l'autre qui va te dire, putain, les VG, ils sont chiants, quoi. J'ai pas envie de les avoir chez moi. Ouais, et là, tu Et touches à ça, un c'est point qui intéressant. est super intéressant, c'est qu'en fait, on a assez peu, les humains ont assez peu accès de manière introspective à qu'est-ce qui leur a fait changer la vie. Quand on pose la question à quelqu'un de, bah, typiquement, pourquoi est-ce que tu es devenu engagé pour la transition, les gens vont venir avec tout un tas de raisons, et souvent, en fait, ce qui va être plus facile à s'en souvenir, ce qui va être plus facile d'extraire, ce sont les choses très marquantes, comme j'ai lu un livre, j'ai été à une conférence, j'ai été quelque chose comme ça, mais ce qui ne veut pas forcément dire que c'est ça ce qui a vraiment changé les gens. Et donc, on n'a pas accès à notre propre processus de changement, qui est sûrement fait de tout un tas de petites expériences dans son cercle social, d'amis qui ont un petit peu changé, voilà, de quelqu'un qui nous a cuisiné quelque chose, de toutes ces choses qui ont peut-être enlevé certaines barrières à l'action, qui ont donné envie, qui ont fait qu'au bout d'un moment, ben, on s'est senti, oula, là, je peux plus, je vais être jugé si je fais ceci, etc. Mais qui ne sont pas forcément des confrontations directes. Et donc, comme on n'a pas accès à cette introspection, comme on n'a pas accès aux raisons qui nous ont nous-mêmes poussés à changer, même si on pense qu'on a accès, eh bien, c'est difficile de se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre parce qu'on se Ouais. dit, ah ben c'est les arguments, c'est la confrontation qui fait changer, alors que ce n'est pas forcément le cas. La confrontation peut Ouais. aider, hein, bien sûr, l'argumentation, quand elle est bien faite, elle peut convaincre, mais ce n'est pas du tout la seule manière de faire. Dans ton papier, là j'affiche un peu pour tout le monde aussi à l'écran, Leveraging Social Cognition to Promote Effective Climate Change Mitigation. Donc, joli titre d'article. Tu cites enfin, vous citez avec tes co-auteurs trois euh, méthodes, mécanismes cognitifs, détection des normes, gestion de la réputation et compréhension fairness computation, tu dis ça, donc compréhension de ce qui est juste, une forme de justice dans ce qui est proposé, dans ce qui est fait. Est-ce que tu peux nous faire rapidement peut-être le lien entre tout ce que tu nous dis depuis le début et ces trois éléments-là? Bien sûr, donc ce qu'on a déjà dit, c'est que la crise ou les crises écologiques ont ceci de particulier qu'elles sont des crises collectives, ou en tout cas les personnes ne peuvent résoudre ces problèmes tout seuls. Les bénéfices sont partagés et les coûts sont individuels. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est spécifique à ces crises et ça donne lieu à des dynamiques particulières. C'est pas comme si je ne sais pas, si un ou deux voulait gagner plein de muscles, eh bien, il suffirait qu'on fasse du sport tous les jours pour le faire. On n'aurait pas besoin de convaincre, je sais pas, tout son immeuble de faire du sport aussi pour que ça marche. On pourrait le faire tout seul, globalement. Alors, peut-être que ça nous aiderait si on avait plein d'amis qui faisaient du sport, mais les efforts sont personnels et les bénéfices sont aussi personnels. Pour le climat, ça ne marche pas comme ça. On a besoin que tout le monde coopère. Enfin, il y a une vraie dimension de coopération dans la transition écologique. Et donc, qui dit coopération dit que notre psychologie de la coopération va être recrutée. Et donc, premier élément, c'est donc cette question des normes sociales, c'est
on a, en tant qu'humain coopérateur, on a la capacité de détecter dans notre environnement qui coopère ou pas, quelle est la norme aujourd'hui, et d'ajuster son comportement à la norme. Parce qu'on ne veut pas coopérer quand les autres ne coopèrent pas, on ne veut pas être le dindon de la farce qui a tous les coups, et alors que les autres ont les bénéfices. Et donc, si on est dans un contexte où tous les gens prennent l'avion, par exemple, où tous les gens ne prennent pas en compte l'écologie dans leur choix de vote, eh bien, on ne va pas le faire. Et au contraire, si on est dans un environnement où les normes de coopération sont visibles, si on voit que, en fait, la plupart de mon cercle social a rénové thermiquement sa maison, a isolé thermiquement sa maison et a envoyé une lettre à son élu pour demander un changement ou a changé de travail pour qu'il soit plus aligné avec ses valeurs, si on voit ces normes se propager, eh bien, on aura quand même plus tendance à aussi s'engager. Et donc, ça, c'est important donc, de rendre les normes sociales vertueuses plus visibles pour motiver d'autres personnes à s'engager. Voilà, donc ça, c'est un premier levier. Donc, la coopération, elle dépend de ce que font les autres, mais on doit aussi voir est-ce que j'ai des bénéfices quelque part personnels à coopérer ou pas, ou est-ce que je peux moi-même, ce qu'on va dire dans la théorie du jeu, free-rider, donc avoir les bénéfices sans faire les efforts. Et donc, un petit peu comme quand, je sais pas, pendant les études, si on avait un projet de groupe, on laissait les autres faire le travail et hop, le jour de la présentation, on arrivait et on avait une bonne note comme tout le monde alors qu'on n'avait rien fait. Et donc ça, c'est la gestion de sa réputation. C'est la gestion de son propre engagement. Et donc, on a un mécanisme qui nous permet de gérer la réputation et qui donne lieu à ce phénomène où parfois, quand on fait quelque chose de pas tout à fait bien, je sais pas, on pique une sucrerie à son collègue sans lui demander, ben, on a l'impression qu'on est toujours observé, que qu'à tout moment on peut être découvert. Et bien ça, c'est nos mécanismes de gestion de la réputation qui vont voir quel est le coût, est-ce que le risque en vaut la peine, est-ce qu'au contraire je devrais coopérer. Et donc plus notre réputation va être engagée, plus notre réputation va être mise sur la ligne, plus on aura tendance à adopter des comportements vertueux. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que plus les comportements donc, sont visibles, plus les comportements vertueux sont visibles, plus les gens auront tendance à le faire. Je voyais tout à l'heure, typiquement, on a tous les deux une gourde quand on se parle. La gourde, c'est imposé comme alternative à la bouteille en plastique. Et typiquement, parce que c'est quelque chose de très visible. On voit tout de suite si quelqu'un utilise une bouteille en plastique ou une gourde. Et donc, il y a un vrai enjeu réputationnel à le faire. Tandis que réparer sa chaudière ou voter pour des politiques, ça, c'est un choix qui est privé, qui n'est pas visible. Et donc, on n'a pas l'aide, entre guillemets, de notre gestion de la réputation pour nous motiver à aller dans un sens ou dans un autre. Et ça, évidemment, c'est important, c'est pas forcément un mécanisme qui est conscient. On n'est pas tout le temps de manière un peu machiavélique à voir quels sont les coûts-bénéfices, etc. Mais c'est simplement, ça peut être des mécanismes inconscients, mais qui font qu'on va se sentir plus ou moins motivé à faire une action sans se rendre compte qu'on le fait pour des questions de réputation. C'est pas forcément conscient. Donc voilà, deuxième chose, réputation. Donc, est-ce que les autres agissent? Est-ce que moi je dois agir? Et puis, à quel degré est-ce que je dois agir? Est-ce que je dois faire beaucoup d'efforts, pas d'efforts? Quel genre de bénéfice est-ce que je devrais avoir? Et donc ça, c'est un troisième mécanisme psychologique qui permet la coopération. C'est donc le calcul de l'équité et qui va nous dire est-ce que là, les coûts et les bénéfices sont équitablement partagés dans la population? Et s'ils ne le sont pas, si c'est injuste pour moi, même si les autres coopèrent, même si peut-être ma réputation est en jeu, ça ne vaut peut-être pas la peine de le faire. Et donc, c'est un peu la question qu'on a évoquée avec les Gilets jaunes. Si les coûts sont concentrés sur une population alors que les bénéfices sont partagés, si certaines personnes ne font pas d'efforts, eh bien, on n'aura pas envie de coopérer. Et donc, c'est très important de prendre en compte cette dimension de la redistributive dans l'écologie, surtout dans un contexte, et on n'en a pas parlé au début, mais où les deux choses, l'impact écologique des individus est très inégalitaire. Et globalement, plus on a des moyens financiers, plus on a un impact écologique élevé, plus on a une empreinte carbone élevée, etc. Même là, on reste encore un petit peu dans une vision empreinte carbone individuelle, mais c'est quand même important. Il y a de très, très gros écarts d'empreinte carbone. Mais la deuxième chose aussi, c'est plus on a des ressources financières, plus on a les moyens d'agir, on a les capacités d'agir.
parce qu'on a plus d'influence politique, plus d'influence financière, etc. Et donc, quelque part, on a aussi plus la responsabilité d'agir, parce qu'on peut verrouiller le système comme on peut le déverrouiller, aller dans une transition. Euh, et donc, cette inégalité dans la population fait il faut redistribuer les coûts et les bénéfices pour repartir vers une forme d'égalité. Mm. Et que cette redistribution soit visible aussi. C'est ça que, quelque part, qui participe à cette bonne calculation, cette bonne mesure des coûts-bénéfices. Oui, Et ouais. exactement. Il faut que, évidemment, comme c'est une dimension, c'est psychologique, on veut que le sentiment d'équité, il faut que ce soit visible. Sinon, même si on avait plein de mécanismes de redistribution, mais que personne n'en avait jamais entendu parler, bah, forcément, ça Ouais. ne marcherait pas pour motiver les individus. Mais j'ai l'impression que ça, c'est un point clé parce que typiquement, là, récemment, on sort d'un grand débat sur la taxe Zuckman et puis là, on va rentrer dans d'autres débats parce que notre Premier ministre a annoncé récemment, tout à l'heure, une nouvelle taxe. Donc, ça sera intéressant de voir les débats. Mais j'ai l'impression qu'une partie du problème, non pas que ce soit pas un problème qui ait autant d'inégalités en France, mais une partie du problème, c'est aussi parfois ne pas se rendre compte à quel point nous avons déjà un système redistributif, à quel point il y a du fairness dans le jeu de la France. Et ça, ça peut participer aussi à un sentiment d'exclusion que de ne faire que montrer ce qui ne va pas. C'est-à-dire, je montre à quel point toutes les choses sont différentes plutôt que à quel point il y a même beaucoup de choses qui sont similaires, semblables, proches les unes des autres. Et en accentuant beaucoup, en mettant beaucoup l'accent sur ces éléments négatifs, sur ces difficultés, sur ces différences, alors on a l'impression qu'il n'y a que ça. Et s'il n'y a que ça, bah, c'est que le monde est injuste, le monde n'est pas équitable. Et donc, évidemment, tu veux que je coopérer, moi? Jamais. Si le monde est injuste, je vais jamais coopérer. Et donc, il y a un peu ce travail de, à mon sens, mais bon, ça c'est mon avis personnel évidemment, à mon sens, travail de communication sur la façon qu'on a de parler des grands enjeux de société, où à force de parler uniquement de ce gap nécessaire à combler pour régler les inégalités, eh ben on oublie peut-être le- la, la globalité qui est que au global, on a un système très redistributif au niveau de la taxation. Au global, en France, les riches payent beaucoup. Et ça veut pas dire qu'ils payent trop, ça veut pas dire qu'ils pourraient pas payer plus. Mais ça peut nous rassurer un petit peu dans le fait que, ok, bah, je vais coopérer dans le système, alors, vu que les autres jouent leur jeu, jouent le jeu, et plus on joue le jeu, plus les autres voudront jouer le jeu, et tant mieux. Comme ça, on arrivera à trouver des solutions. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Ben, là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, la manière dont on va présenter de l'information sur la distribution des coûts et des bénéfices va influencer notre perception de l'équité. C'est normal. Et donc, quand la même proposition pourra paraître très injuste ou très juste à différents groupes en fonction de comment est-ce qu'on présente, si on met de côté certains coûts, si on met de côté certains bénéfices pour se concentrer sur d'autres, eh bien ça peut être Ouais. problématique. Et donc, moi, l'exemple que j'aime bien utiliser, c'est, alors je vis à Paris, donc je le vois au quotidien, c'est la distribution de l'espace public pour différents usagers des voies. Et ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que beaucoup d'espace qui était dédié à la voiture a été donné pour les deux roues, pour le vélo. Et donc, on pourrait se dire, ah ben c'est pas juste, on a piqué un truc aux automobilistes pour le donner aux cyclistes, et il faudrait compenser les automobilistes pour ce qu'on leur a pris, ça devient plus dur. Euh, et donc, voilà, ça peut donner des sentiments d'injustice ou d'énervement. Mais après, on peut aussi regarder la situation différemment et se dire que l'espace public dans Paris, il appartient à tout le monde et qu'aujourd'hui, c'est à peu près 70%, il me semble, de l'espace public qui est dédié aux automobilistes, entre les places de parking, les voies, etc., alors que c'est à peu près, alors c'est 40% des Parisiens qui ont une voiture et c'est à peu près 20% des trajets qui sont faits en voiture. Et donc, quelque part, ils ont une place, ils occupent un espace disproportionné par rapport à qui ils sont. Et donc, de prendre de l'espace aux automobilistes et de le donner aux cyclistes, c'est quelque part redistributif, ça corrige une situation qui était Hmm, hmm. inégalitaire au départ. Et donc, en fonction de où est-ce qu'on place la situation de départ, comment est-ce qu'on la donne, ça peut donner des intuitions très différentes sur ce qui est juste et ce qui est injuste. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est bâtard parce que comme on a notre baseline actuelle, on va toujours se retrouver dans une situation difficile où on va devoir faire passer cette nouvelle norme
Et cette nouvelle norme, bah, elle est forcément mesurée par rapport à la norme précédente, et donc tu auras le sentiment de justice. Mais je pense qu'elle peut être compensée aussi par ce que tu décrivais par ailleurs, d'autres mécanismes de cognition sociale qui vont nous aider à rendre évident, pas juste acceptable, mais à rendre clair ce besoin de changement, ce besoin d'action. J'ai pas envie d'abuser de ton temps, Mélusine, mais j'avais une petite dernière question pour la fin, si tu as 2 minutes encore avec nous. Une Bien question sûr. quand même qui est un peu dans le sens du titre de ce live, mais qui me semble important, c'est imaginons, on prend toutes les belles recommandations qu'il nous a données depuis le début, et on se replace dans une situation assez pragmatique de discussion, de conversation, avec quelqu'un qui nous dit oui, oui, le changement climatique anthropique, bien sûr. Mais l'avion, ou mais voter pour un parti écolo, mais m'investir ou donner de l'argent pour une association qui fait du plaidoyer sur le climat. Euh, Comment on peut faire avec cette personne sceptique de l'action pour la pousser à l'action, pour en tout Mm. cas augmenter les chances qu'elle agisse? Ouais. Alors souvent, déjà souvent un truc qui va coincer et c'est pas très spectaculaire, mais c'est souvent ça, c'est juste la personne n'aura pas forcément les informations sur comment agir. Et donc on va leur dire oui, votez pour des politiques écologiques, parce que là, genre, oui, mais lesquelles, qui, à qui est-ce qu'on peut faire confiance, etc. Et en fait, de nouveau dans les sondages, on voit qu'une majorité des gens disent ne pas savoir par où commencer, ne pas Hmm. savoir quoi faire. Et donc tout simplement donner un mode d'emploi clair peut être une première étape très importante dans une conversation sur comment parler de l'action climatique. De nouveau, être concret, spécifique, adapté à cette personne, ce qui présuppose d'être soi-même informé sur comment est-ce qu'on peut agir. Donc ça, c'est une première chose. C'est pas particulièrement sexy, mais c'est Non, important mais de savoir, de donner le bon mode d'emploi. Ensuite, si on fait face à des oppositions qui sont peut-être plus d'ordre de valeurs idéologiques dans le débat, une chose, c'est de comprendre quelles sont les valeurs de cette personne, quelles sont les motivations profondes de cette personne. En psychologie, on parle par exemple d'un modèle qui sont les valeurs de Schwartz, qui sont un ensemble de 10 valeurs auxquelles peuvent s'identifier les individus, avec chaque individu a des valeurs qui lui sont très importantes, des valeurs qui sont peut-être moins importantes, et peut-être parfois même des valeurs qu'elle rejette. Euh, et donc, si une personne a des valeurs, par exemple, l'une d'entre elles, c'est l'universalisme, donc ça peut être quelque chose comme toutes les vies humaines se valent, même les vies non humaines se valent, etc. Eh bien, on pourra formuler ces arguments en termes de ces valeurs, de dire, ben voilà, toi, pour qui l'universalisme est important, eh bien, s'engager pour cette association, s'engager pour soutenir ce parti, écrire à cet élu, permet de protéger ces vies, de rendre le monde plus équitable, etc. Une autre personne pour qui la sécurité va être une valeur très importante, parler d'universalisme, ça ne va pas du tout aider. Ça peut même donner lieu à une réponse inverse. Mais parler d'écologie en termes de sécurité, et ça peut être la sécurité individuelle au niveau de la santé, ça peut être un bon levier d'action, de dire, ben voilà, on hmm. sait que les cancers chez les jeunes ont augmenté ces dernières années. Une des raisons, c'est la pollution des sols, c'est les différents composants chimiques qu'on utilise. Et donc, s'engager pour une alimentation plus équilibrée, plus responsable, plus vertueuse, c'est une manière de protéger notre santé, d'assurer la sécurité des Français, et donc d'utiliser de se placer dans les valeurs de cet individu, euh, plutôt que d'essayer de le faire changer de valeur, ce qui est assez compliqué de manière générale. Hmm. Ouais, j'aime bien. Donc, clarté dans l'action, spécifique, bien calibré pour la personne, et se baser sur les valeurs de mon interlocuteur. Je ne vais pas essayer de faire accepter des valeurs qui sont les miennes. Par contre, j'ai bien écouté les tiennes, et essayer de voir en quoi ça connecte avec les sujets dont je veux sur lesquels je veux te sensibiliser. Ça me semble un bon petit plan d'action clair pour les personnes qui nous regardent aussi. Et ça fait totalement écho d'ailleurs à une vidéo longue que j'avais faite sur YouTube sur ce qui a permis à Ruth Bader Ginsburg, l'ancienne justice américaine, de convaincre à une époque des hommes d'agir pour la cause féministe, des hommes juges à la Cour suprême qui étaient plutôt pas très pro-féministes à l'époque. C'est exactement ce genre de technique qu'elle a utilisé en travaillant sur la valeur de la famille, etc., pour pouvoir convaincre. Et je trouve que c'est hyper puissant comme mécanisme de persuasion, très sous-utilisé, même parfois rejeté dans les milieux militants. Et donc je suis content d'entendre de ta bouche aussi cette proposition.
Si vous voulez retrouver les recherches et le travail de Mélusine, je vous montre là rapidement son site web, Mélusine Moonfaller, avec toutes les publications qu'elle a pu proposer, mais aussi ses interventions dans d'autres espaces médiatiques, des interviews, etc. Si vous voulez découvrir tout son travail, je pense que ça en vaut la peine, et plus c'est diffusé, plus ça sera intéressant pour nous tous voilà, d'en savoir un petit peu plus sur la psychologie sociale et comment elle peut impacter des enjeux humains, des enjeux de décision qui sont cruciaux, et de coopération aussi, dont on a pas mal parlé aujourd'hui. Mélusine, est-ce que tu as un mot de la fin en cette fin de pause déjeuner? Peut-être de remettre l'accent sur si vous devez convaincre une personne de faire une chose, peut-être privilégier une action systémique, comme le vote, le choix du travail, le plaidoyer, etc. Parce que c'est une manière de s'engager qui a beaucoup plus d'impact que ce que l'on croit. Super, merci beaucoup pour ce message, Mélusine. Et on se retrouve le mois prochain pour un live, toujours comment parler. On n'a pas encore le thème pour le mois prochain, mais ça va bientôt venir, donc restez proches, et surtout, agissez, agissez pour le climat. Écoutez Mélusine, et avec un peu de chance, on pourra s'en sortir. Allez, bon après-midi.